Commencer la course à pied, sur le papier, c'est simple. T'enfiles tes chaussures et tu sors courir. Mais en pratique, avant même ta première sortie, tu te poses sûrement déjà 1000 questions. Quelles chaussures choisir? Est-ce que j'ai besoin d'une montre connectée? Est-ce que je dois faire analyser ma foulée avant de commencer? Et sur quel terrain est-ce que c'est mieux de courir? Aujourd'hui, je te donne une liste claire. Terrain, chaussures, montre, analyse de la foulée, quoi faire, quoi éviter et pourquoi pour bien démarrer la course et progresser à long terme sans te blesser. Et si tu débutes vraiment de zéro, dans la prochaine vidéo, je te montrerai concrètement comment structurer tes premières semaines pour passer de 0 à 30 minutes de course en continu sans te blesser. Alors si tu devais retenir une seule chose dès maintenant, c'est que le meilleur terrain pour courir, c'est celui qui correspond à tes objectifs. On entend souvent dire que courir sur route serait plus traumatisant que de courir sur des sentiers ou dans l'herbe. C'est parfois vrai, mais c'est incomplet. La route est une surface très régulière, ce qui fait que tu répètes les mêmes appuis des milliers de fois par sortie. Donc certaines zones, certains tissus peuvent encaisser toujours les mêmes contraintes et ça peut favoriser l'apparition de microtraumatismes localisés. Mais les sentiers et les chemins imposent aussi des contraintes. Comme ce sont des surfaces plus irrégulières, elles demandent aussi plus de stabilité, plus d'adaptation, ce qui peut davantage solliciter les chevilles et les muscles stabilisateurs. Et ça comporte aussi des risques. Au final, c'est pas la nature du terrain qui pose vraiment problème, c'est la manière dont on y expose son corps et la vitesse à laquelle on augmente notre charge d'entraînement. Comme le résume Blaise Dubois, physiothérapeute et fondateur de la clinique du coureur, le corps est capable de s'adapter à une grande variété de contraintes, à condition qu'elles soient introduites progressivement. La vraie question, c'est sur quel terrain est-ce que j'ai envie de courir à moyen terme? Si tu as des objectifs de 10 km, semi-marathon, marathon sur route, alors cours majoritairement sur route. Et si tu es plus attiré par le trail, cours le plus possible sur sentier. Et si tu hésites encore et que tu veux garder les deux options ouvertes, tu peux tout à fait mixer les deux dès le départ. Ce qui compte dans tous les cas, c'est la progressivité. Garde en tête que si plus tard tu décides de changer de terrain, de te mettre à la course sur route alors que tu as toujours fait du trail ou inversement, les contraintes sur ton corps ne seront pas les mêmes, donc le transfert d'un terrain à l'autre devra aussi se faire progressivement. Quant au tapis de course, ça peut être un outil très pratique, notamment en hiver ou pour contrôler précisément ton allure sur certaines séances. Mais là aussi, mieux vaut l'utiliser avec parcimonie. Non seulement parce que le tapis est une surface encore plus régulière que la route, ce qui augmente encore les contraintes répétées sur les mêmes zones, mais aussi parce que la biomécanique ne serait pas tout à fait la même sur tapis qu'à l'extérieur. Résultat, si tu cours que sur tapis, le jour où tu retournes à courir dehors, tes structures ne seront pas pleinement adaptées et tu perdras en efficience et tu risqueras aussi de te blesser. Mon conseil pratique, si tu utilises le tapis, c'est de garder au moins la moitié de tes séances à l'extérieur quand c'est possible. Dans tous les cas, l'idée reste la même. Ton corps sait s'adapter aux contraintes à condition de lui en laisser le temps. Et puisque le terrain influence directement les contraintes que ton corps encaisse, on va maintenant parler de l'interface entre toi et ce terrain, les chaussures. C'est souvent le premier achat qu'on fait quand on décide de se mettre à la course à pied. Donc, c'est aussi là que les marques tapent le plus fort pour nous vendre leurs dernières inventions. Performance, design, plaque carbone, technologie de correction, etc. Sauf que dans la réalité, ce qui fait progresser un débutant, c'est pas la paire de chaussures la plus sophistiquée, c'est la régularité et la progressivité. Donc l'objectif au début est simple, choisir une paire qui te permet de courir souvent, confortablement et sans t'exposer inutilement aux blessures. Petite précision, je ne suis ni podologue ni spécialiste des chaussures de course. Mais ce que je te partage ici, c'est une synthèse pratique de l'approche de la clinique du coureur, une ressource très reconnue sur la prévention des blessures en course à pied et qui a mené un travail de revue de littérature selon moi très complet et fiable sur les chaussures de course. Le premier critère pour choisir tes chaussures est évidemment le terrain. Si tu as l'intention de courir majoritairement sur route, choisis des chaussures de route. Et si tu as des objectifs de trail et que tu vas principalement courir sur sentier, prends des chaussures de trail. Et si tu mixes dans une même sortie bitume et sentier, une paire polyvalente peut être pratique. En revanche, si tu alternes des sorties purement sur route et d'autres purement sur trail, tu auras meilleur temps de t'équiper de 2 paires, une pour chaque terrain. Là, c'est simplement ta pratique et tes objectifs qui vont te guider. Ensuite, la clinique du coureur classe les chaussures sur un spectre allant des chaussures les plus minimalistes, plus souples, plus légères, moins épaisses, avec un drop très faible ou absent et sans mécanisme de correction, aux chaussures les plus maximalistes, qui sont plus rigides, plus lourdes, avec un amorti plus important, un drop plus marqué et qui intègrent une géométrie corrective. Aujourd'hui, la tendance est clairement aux chaussures maximalistes, aux fameuses super shoes, qui associent des mousses de nouvelle génération et des plaques carbone et qui sont censées améliorer la performance. Je dis bien censées parce qu'on a peu de recul aujourd'hui sur ces chaussures et leurs effets réels sur la performance et les blessures.
On sait que certaines personnes y répondent très bien et d'autres pas du tout. Et quand on voit leur prix, ça vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois, surtout quand on débute la course. Parce que quand tu commences, l'enjeu principal, c'est pas vraiment la performance, mais la prévention des blessures. Et contrairement à une idée très répandue, plus d'amorti ne veut pas dire automatiquement plus de protection. L'amorti déplace simplement les contraintes. Certaines chaussures chargent davantage certains tissus que d'autres. Alors, comment choisir ? Pour des débutants sans historique de blessure ou des personnes qui reprennent la course après une période d'arrêt, la clinique du coureur recommande en général de choisir des chaussures qui n'altèrent pas la foulée naturelle et qui sont plus proches des sensations du sol. Et les chaussures qui remplissent ces conditions sont en règle générale des chaussures plutôt minimalistes. En principe, ce type de chaussures favorise aussi une cadence légèrement plus élevée et réduit la vitesse de l'impact au sol, qui sont des facteurs qui peuvent contribuer à diminuer le risque de blessure. La clinique du coureur recommande aussi d'être prudent avec les modèles qui prétendent corriger la pronation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la pronation est un mouvement normal du pied qui participe à l'absorption des chocs et que dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de le supprimer. Souvent, le vrai facteur de blessure, c'est la charge qui monte trop vite et ne laisse pas encore le temps de s'adapter, et pas une imperfection de foulée. Enfin, pour vraiment trouver la chaussure qui te convient, fais des tests en magasin. Vérifie que tes orteils ont suffisamment de place pour bouger. Ils ne doivent pas être comprimés tant dans la largeur que dans la hauteur. Et ils ne doivent pas toucher l'avant de la chaussure. Il devrait y avoir un espace d'environ 1 largeur de pouce à l'avant du gros orteil. Et garde en tête que le critère numéro 1 pour choisir une chaussure reste le confort. Donc essaye plusieurs modèles et si possible teste-les en courant quelques minutes dehors et choisis simplement la paire dans laquelle tu te sens le mieux, le plus stable et à l'aise dès que tu la mets. Et si tu veux aller un peu plus loin sur ce sujet, je t'ai mis en description les ressources de la clinique du coureur qui sont vraiment top pour t'aider dans le choix de tes chaussures. Tu trouveras des arbres de décision pour t'orienter sur le type de chaussures qui te conviendrait le mieux, une base de données actualisée avec de très nombreux modèles classés selon leur indice minimaliste-maximaliste et une vidéo dans laquelle la clinique du coureur présente une synthèse des conclusions de la recherche scientifique sur les chaussures de course. Après les chaussures, il y a un autre indispensable qu'on essaie de te vendre vite quand tu commences un sport d'endurance, la montre connectée, parfois même avec un capteur cardio en sus. On vit aujourd'hui dans un monde dominé par les données où on adore accumuler, mesurer, comparer, analyser notre allure, notre fréquence cardiaque, notre distance parcourue, nos calories brûlées, notre volume d'entraînement, etc. Le problème, ce ne sont pas les données en soi, mais parfois à vouloir tout mesurer, on s'y perd et on en oublie l'essentiel. La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin d'une montre pour débuter ? Et si oui, comment l'utiliser intelligemment ? Pour démarrer la course à pied, c'est simple, la montre n'est pas du tout indispensable. Si ton budget est limité ou si ça te bloque mentalement, tu peux très bien progresser sans montre, surtout au début. Parce que ton objectif principal durant les premières semaines, c'est de passer du temps sur tes pieds, de bâtir une régularité et de créer des adaptations mécaniques pour éviter de te blesser. Dans cette phase-là, t'as pas besoin de connaître ton allure, ta fréquence cardiaque précise ni la distance parcourue. Et j'irai même un peu plus loin, commencer sans montre peut être un vrai avantage. D'abord parce que les chiffres nous poussent souvent à aller trop vite, à vouloir faire mieux que la dernière fois, à nous comparer, alors qu'au début, on doit souvent apprendre à faire l'inverse, c'est-à-dire à apprendre à freiner, à ralentir. Parce que la plupart des gens qui commencent la course à pied courent leur séance trop vite pour produire les adaptations cardiovasculaires qu'on recherche. Et ensuite parce que ça t'oblige à développer une compétence clé, ton ressenti. Savoir te fier à tes sensations pour trouver l'allure ou l'intensité adaptée à la séance du jour. Être capable d'ajuster ton effort en fonction de ta fatigue ou de ton état de forme. C'est une base que beaucoup de coureurs ne construisent jamais vraiment parce qu'ils se reposent uniquement sur leur montre pour calibrer leur allure et leur intensité. Maintenant, si tu as déjà une montre ou si tu veux vraiment en acheter une, utilise-la comme un outil, pas comme un pilote automatique. Les mesures ne sont pas parfaites, les données GPS peuvent varier et l'allure instantanée aussi. Quant à la fréquence cardiaque prise au poignet, elle n'est pas souvent très précise et elle peut varier en fonction de la transpiration, de tes mouvements et de ta physionomie. Si tu veux vraiment suivre ta fréquence cardiaque de façon plus fiable, les brassards, c'est-à-dire les capteurs au niveau du biceps, sont souvent beaucoup plus stables, même s'ils utilisent aussi la technologie optique, comme les montres, pour mesurer l'AFC. Les capteurs les plus fiables et les plus réactifs sont les ceintures cardio à placer juste sous la poitrine, qui captent directement l'activité électrique du cœur. Mais encore une fois, pour débuter, t'as pas besoin d'une telle précision. Si tu veux vraiment collecter des données dès le départ, utilise les chiffres comme des repères approximatifs et apprends à reconnaître et à faire confiance à tes sensations pour calibrer ton effort. Bon, d'accord, mais est-ce que te fier à tes sensations, c'est suffisant pour adopter la bonne posture et la bonne foulée? Ou est-ce que tu devrais faire une analyse posturale avant même de commencer?
Faire analyser ta posture ou ta foulée par un kiné ou un physio spécialisé en course à pied peut être utile dans certains cas. Un professionnel peut repérer des faiblesses musculaires, des asymétries marquées, détecter des lacunes dans ta motricité et proposer un travail correctif ciblé. Mais pour la majorité des débutants, si tu es en bonne santé, si tu n'as pas de douleur ni d'historique de blessure, c'est pas du tout indispensable avant de commencer. Faut bien comprendre que quand on cherche des défauts, on en trouve toujours. Personne n'est parfaitement symétrique. Mais surtout, atypique ne veut pas dire pathologique. Le corps humain est extrêmement adaptable. En course à pied, ce qui fait le plus souvent la différence, c'est pas la biomécanique parfaite, c'est la gestion de la charge, c'est-à-dire à quelle vitesse tu augmentes la fréquence, la durée, l'intensité de tes séances. Beaucoup de blessures apparaissent quand la charge monte trop vite, ne laissant pas au corps le temps de s'adapter. Donc au départ, plutôt que de chercher à corriger chaque détail, concentre-toi sur la base, c'est-à-dire la progressivité, l'écoute des signaux que ton corps t'envoie, et éventuellement quelques exercices de renforcement général, même au poids du corps, qui ciblent la sangle abdominale, les fessiers, les cuisses et les mollets. Si ça t'intéresse, je peux te proposer une routine minimale de renforcement préventif pour la course à pied. T'as qu'à me laisser un commentaire et je te ferai une vidéo là-dessus. Alors quand est-ce qu'une analyse posturale vaut vraiment la peine? Si tu as un historique de blessures au niveau du bas du corps, du bassin ou du dos, si tu as des douleurs chroniques, si tu as une pathologie connue ou un antécédent qui pourrait avoir un impact sur la course, ou encore si dans tes premières semaines de course, tu ressens une gêne, un inconfort, une tension ou une douleur qui persiste, qui augmente ou qui revient sans cesse, dans ces cas-là, te faire accompagner par un professionnel formé, c'est souvent la meilleure option pour démarrer sur de bonnes bases. Mais si tu es en bonne santé, pas besoin de corriger avant même d'avoir commencé. Avance simplement progressivement et laisse ton corps faire ce qu'il sait faire de mieux, s'adapter. Enfin, oublie pas que tu auras beau avoir le meilleur équipement du monde et être le ou la mieux préparée, le vrai moteur qui va te pousser à continuer à courir à long terme, il se trouve dans ta tête. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux courir ou que tes raisons ne sont pas assez fortes ou profondes, tu risques d'abandonner avant même d'avoir pu ne serait-ce qu'effleurer la surface de tes capacités inexprimées. Donc je te propose un exercice très simple, réfléchis à tes motivations, à ce qui te pousse à commencer la course et écris-les sur un papier, dans un carnet que tu garderas à portée de main. L'objectif, c'est d'aller plus loin que les premières raisons qui te viennent à l'esprit, qui sont souvent les plus superficielles, de creuser un peu. Si tu veux juste être en meilleure forme, courir pour ta santé ou pour impressionner tes amis ou pouvoir poster tes résultats sur les réseaux, tu creuses pas assez. C'est pas que c'est pas des raisons valides, mais elles sont pas suffisamment fortes, puissantes pour entretenir l'élan lorsque la motivation des débuts s'effritera et que la vie te mettra des bâtons dans les roues. Concentre-toi vraiment sur les motivations fortes qui puisent dans ta part la plus émotionnelle, qui sont liées à ton identité et qui sont centrées sur le processus plutôt que sur les résultats. Par exemple, peut-être que tu aimerais pouvoir continuer à jouer, courir et être présent pour tes enfants et petits-enfants le plus longtemps possible. Ou peut-être que tu as envie de te prouver que tu es une personne résiliente, déterminée et que tu es capable d'accomplir ce que jamais tu ne croyais possible. Ou peut-être encore que tu veux explorer tes capacités, te sentir progresser et repousser tes limites chaque semaine. Prends le temps vraiment de révéler tes propres motivations et tu verras que la suite du processus n'en sera que plus gratifiante encore. Alors tu l'as compris, pour bien démarrer, t'as pas besoin de grand-chose. Le choix sur lequel tu devrais passer le plus de temps, c'est sans doute les chaussures. Choisis des chaussures confortables qui altèrent le moins possible ta foulée naturelle et qui sont adaptées au terrain sur lequel tu veux courir. T'as pas besoin d'acheter une montre. Au début, tes sensations suffisent largement. Et pour le bilan postural, il devient intéressant surtout si t'as des douleurs ou une gêne persistante ou des antécédents ou des facteurs de risque. Sinon, la priorité reste la progressivité. Et réfléchis à tes motivations et mets-les à jour régulièrement. Elles pourront s'affiner au fur et à mesure de ta pratique. Bon, maintenant que tu as tout ce qu'il te faut pour bien commencer, dans la prochaine vidéo, je te montrerai concrètement comment passer de 0 à 30 minutes de course en continu sans te blesser. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne pas la manquer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des suggestions de vidéos en lien avec l'entraînement hybride, des questions ou d'autres remarques constructives sur mon contenu, laisse-moi un commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre un j'aime. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider et ça me motive énormément à créer toujours plus de contenu pour t'encourager à t'améliorer en force et en endurance. Alors à bientôt dans ma prochaine vidéo et en attendant, continue d'explorer ton potentiel. Ciao!